Peut-on encore réellement s'aimer à l'ère des applications de rencontres ? Quand des milliers de profils défilent sous nos doigts, quand on match, qu'on unmatch, qu'on ghost, qu'on compare, qu'on hésite, s'aimer à l'ère du numérique, est-ce devenu mission impossible ? Qu'on les utilise ou non, les logos de Tinder, Bumble, Mythic ou Hinge font partie du paysage. Ils sont sur nos téléphones, dans nos conversations, parfois même dans nos histoires de couple. Pour beaucoup, ils sont devenus le premier lieu de sociabilité amoureuse. Et en même temps, jamais les inquiétudes n'ont été aussi fortes. Est-ce que les apps abîment nos relations ? Est-ce qu'elles nous rendent plus exigeants, plus seuls ? Ou est-ce qu'au contraire, elles ouvrent des possibilités que les générations précédentes n'auraient même pas imaginées ? Quel rôle ont-elles dans les transformations de nos sexualités et particulièrement de celles des jeunes générations qui les utilisent en plus grand nombre ? Dans certains médias, on entend tout et n'importe quoi sur le sujet. Alors aujourd'hui à Blast, on a essayé de comprendre ce qu'il est vraiment en train de se passer avec l'une des grandes spécialistes de cette thématique, la sociologue Marie Bergström, autrice des Nouvelles lois de l'amour. À quoi ressemblent nos relations amoureuses et sexuelles au temps du numérique ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission. Marie Bergström, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'Institut national d'études démographiques, l'INED, et vous avez dirigé cet ouvrage, La sexualité qui vient, jeunesse et relations intimes après MeToo, aux éditions La Découverte. Et vous avez écrit ce livre, qui vient d'être réédité, Les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontres au temps du numérique, aux éditions La Découverte toujours. Alors avant qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on fasse une brève histoire de l'amour et du numérique, puisque ce sont vos thématiques de recherche. Vous vous rappelez, notamment dans cet ouvrage, que les rencontres en ligne ne sont pas nées du numérique. Elles prolongent les annonces matrimoniales du 19e siècle, les agences de rencontres, les petites annonces et les clubs, le Minitel Rose. Et tous ces services, ils avaient déjà créé un espèce de marché de la rencontre. Ils jouaient déjà sur des fantasmes. Ils avaient déjà classé les individus, segmenté les publics. Et finalement, est-ce que les sites de rencontres, les applications de rencontres ne font pas que reproduire des dynamiques qui existaient et qui préexistaient déjà dans la société ? En effet, les sites et les applications sont certes nouveaux dans le sens où ce sont des produits numériques, donc ils sont nés avec le numérique, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une histoire longue et qu'à plus de 150 ans, parce que les agences matrimoniales apparaissent au milieu du 19e siècle, les annonces matrimoniales vont suivre, et ce qu'ils partagent, c'est le fait d'être des espaces ou des services commerciaux finalement, qui sont spécifiquement et explicitement dédiés à la rencontre. Donc c'est un marché de la rencontre. Et cette histoire-là, qui est donc longue, elle a été notamment écrite par une historienne qui s'appelle Claire-Lise Gaillard, et avec qui je travaille. Et c'est vraiment frappant de voir à quel point il y a des liens à faire. Alors, sur les pratiques, mais surtout aussi sur les discours autour de ces services. C'est-à-dire que la critique qu'on entend beaucoup à l'époque contemporaine, que les applications auraient introduit des logiques économiques dans l'intime, on serait avec des rapports consuméristes à l'amour et à la sexualité, ça c'est une forme de marchandisation de l'amour. C'est un débat qu'il y a eu autour des applications qui a été très forte. Donc ma collègue historienne montre qu'en fait on a un débat qui est très semblable au 19e autour de l'idée que les agences matrimoniales et les annonces introduisaient des logiques économiques dans cette sphère sacrée et privée en fait qui était l'intimité et les rencontres. Donc effectivement je pense qu'il y a tout à gagner à avoir cette perspective longue parce que à trop se focaliser sur ce qui paraît être vraiment le contemporain des applications, on loupe qu'il y a des choses qui s'inscrivent dans la durée et ce qu'on pourrait penser être on va dire une tension contemporaine, une crise contemporaine de la rencontre, en fait, c'est plutôt une crise permanente. Donc oui, c'est pas nouveau qu'on ait des logiques économiques de l'intime, mais c'est vrai que lorsqu'il y avait plus tous ces mariages arrangés, parce qu'en fait avant, pour le coup, on décidait peut-être moins, on a pu avoir la sensation qu'il y avait peut-être plus de libre arbitre, moins de consumérisme. Alors effectivement, après les modalités de rencontre, les normes sociales et contraintes, ça va évidemment, c'est très différent aujourd'hui que par rapport au 19e. Ce qui est intéressant pour faire le parallèle, c'est que en fait ces services en fait sont pris dans un paradoxe où à
à la fois, ils sont très portés par les idéaux amoureux pour trouver quelqu'un, pour trouver la bonne personne, et en même temps, on les accuse d'avoir une démarche trop volontariste, c'est-à-dire que l'amour, finalement, on n'est pas censé le chercher, il est censé nous tomber dessus, c'est censé être le fruit du hasard. Et en fait, ce discours-là et l'idéalisation de la rencontre par hasard, ou encore aujourd'hui, on dit, on aimerait quand même mieux rencontrer son copain ou sa copine ou son partenaire plus généralement au coin de la rue ou dans un bar. On trouve que c'est un peu triste de le rencontrer sur une application de rencontre. Ces discours-là existaient déjà il y a 150 ans avec cette idée que ça dénaturalisait finalement les rencontres. Mais est-ce que ça a existé réellement, cette rencontre qui nous tombe dessus, spontanée, à un moment ? Alors non, justement, c'est ça qui est, je pense que là, ce qui est vraiment nouveau quand même avec les sites et les applications, la rencontre fortuite, elle a jamais vraiment existé. Il y a toujours, on rencontre pas n'importe qui, notamment parce que on rencontre des gens qui nous ressemblent. Donc déjà ça montre que le hasard n'existe pas vraiment. Les couples tendent à ressembler, réunir deux personnes qui se ressemblent. Mais je pense que la vraie nouveauté avec les sites et les applications, c'est que il y a certes ces histoires longues. Il y a les annonces, les agences, il y a le Minitel aussi, on en parle assez peu, mais c'était quand même des premières rencontres numériques. Tous les mensonges sont bons pour se retrouver seul face au clavier diabolique. Mais parce que ça te permet de rencontrer des gens que tu ne pourrais pas rencontrer dans la vie réelle. Ton boulot, ton bistrot. Comment tu fais pour rencontrer des gens ? T'en as pas ? Mais la grande différence, c'est que ces autres modes de rencontre restaient relativement marginaux. C'était jamais vraiment entré dans les mœurs parce que justement la critique était trop forte, c'était stigmatisé et finalement c'est vraiment petite minorité de couples qui naissaient sur les annonces et les agences. Alors qu'aujourd'hui, en fait, c'est devenu une pratique vraiment très très diffusée. On pourra revenir sur ça, mais c'est devenu presque une pratique banale. Et donc la grande différence qu'on peut faire quand même, c'est que quelque part le digital a légitimé la rencontre, a enlevé aussi pour partie le stigma qui a existé et qu'aujourd'hui, même si c'est considéré comme une rencontre moins romantique, il n'y a pas du tout la même mauvaise image des rencontres en ligne qu'il y avait, par exemple, pour les rencontres par annonce. Souvent, on le disait pas quand c'était connu comme ça parce que c'était trop tabou. Mais c'est vrai que là, on en parlait juste avant, le maire de New York, par exemple, a rencontré sa femme sur une célèbre application de rencontre, et ça montre bien à quel point ça s'est aussi institutionnalisé, notamment chez les jeunes générations, ce qui me permet de faire le pont vers votre deuxième ouvrage, enfin celui que vous avez coordonné, qui est un ouvrage collectif qui s'appelle La sexualité qui vient, et qui parle des jeunes. Et en fait, je pensais que c'était intéressant de faire une interview qui parle de vos deux livres, parce que souvent le numérique, on la colle beaucoup aux plus jeunes génération qui serait complètement incapable de romantisme, qui serait dans une consommation effrénée. On a beaucoup de clichés sur cette jeune génération. Et là, ça, c'est un ouvrage qui revient sur les pratiques sexuelles des jeunes générations de manière extrêmement large. Et vous montrez notamment que l'immense succès des applications ne tient pas tant à la technologie, mais plutôt à des transformations sociales profondes. Parce que oui, on a changé de manière de se rencontrer, de faire couple, on a changé de manière d'aborder la sexualité. Premièrement, vous parlez de l'émergence d'une jeunesse sexuelle. Et donc, je rappelle que dans ce livre, c'est les réponses de plus de 10 000 jeunes. Donc, c'est une grande étude des jeunes âgés de 18 à 29 ans qui ont été recueillis en 2023. Et ça ausculte toutes ces nouvelles pratiques sexuelles, toutes les mutations du répertoire amoureux et sexuel. Rapidement, quelles sont les grandes tendances chez ces générations que vous notez en tant que chercheuse ? Vraiment, la grande transformation qui est au cœur de cet ouvrage collectif, donc comme vous disiez, c'est une enquête nationale, donc représentative des jeunes adultes en France, donc de 18 à 29 ans. Et c'est une équipe qui l'a construite, donc un ouvrage collectif. Et vraiment, ce que est la problématique et le cœur de cette étude, c'est notamment la grande diversité relationnelle qui existe aujourd'hui dans la jeunesse, portée par la nouvelle génération. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes, et on peut le dire tout de suite, sont toujours en couple. Il n'y a pas de mort de la conjugalité, de rejet du couple. Mais en fait, le couple n'est pas la seule forme relationnelle. Au contraire, on observe vraiment une très grande diversité. Donc c'est-à-dire que les jeunes sont aussi... ils ont des coups d'un soir, des sex friends, des amis avec un plus, il y a des situationships, il y a des aventures et des flirts. Il y a énormément de termes qui circulent. Et ce que ça montre, c'est vraiment qu'aujourd'hui,
plus que par le passé et plus que jamais, il y a une diversité de manières d'être intime avec quelqu'un. Et c'est particulièrement vrai pendant la jeunesse, parce que le grand changement qui s'est passé au cours des dernières décennies, c'est pas que le couple a été rejeté, mais il a été reporté. On se met en couple cohabitant plus tard. Une majorité des jeunes se mettent en couple avec un ou une conjoint. Beaucoup font de famille, donc c'est pas un rejet de modèle traditionnel, mais on le fait de plus en plus tardivement. Et ça veut dire qu'avant, il y a aujourd'hui une période qu'effectivement les sociologues et les démographes appellent jeunesse sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme pour dire que c'est une période d'expérimentation, avec cette idée qu'il y a un moment où on peut, voire même on doit, vivre des choses. Il y a un peu aussi une injonction en fait à profiter de sa jeunesse, vivre des histoires différentes, plus ou moins longues, avoir de l'expérience, se connaître. Donc beaucoup de normes aussi autour de l'apprentissage de soi, de la découverte de soi, etc. Et alors ça c'est nouveau. Alors il faut pas penser que les jeunes générations ont inventé la sexualité non conjugale. Évidemment, les générations plus âgées avaient aussi une sexualité qui pouvait être éphémère, mais vraiment ce que nous semble quand même important à souligner, c'est que la jeune génération qui avait donc 18 à 29 ans en 2023 ont beaucoup plus de partenaires sexuels que la génération qui avait 18 à 29 ans il y a juste 20 ans. Donc il y a vraiment une augmentation du nombre de partenaires. Et l'augmentation, on va dire, quantitative se traduit par un changement qualitatif qui est cette diversité relationnelle avec des termes qu'on n'avait pas avant. Et je pense qu'il faut prendre le terme au sérieux. Ça montre une volonté de nommer des nouvelles manières d'être intime avec quelqu'un. Un sex friend, ça veut dire quelque chose, ça recouvre une certaine réalité et c'est ça qui nous a intéressés. Pourtant, on nous dit que les jeunes font moins l'amour qu'avant. Alors ça, c'est, je pense que on en a beaucoup parlé. On a même été à dire qu'il y avait une récession sexuelle et qu'il y avait donc une jeunesse qui serait prudente, pudique, pas intéressée par le sexe. Je pense que c'est faux et je pense qu'en fait, on voit deux choses qui sont deux évolutions majeures qui peuvent paraître paradoxales ou contradictoires. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des malentendus. Lorsqu'on regarde des enquêtes, y compris des enquêtes faites en France par l'INSERM et l'ANRES, oui, aujourd'hui, les gens et les jeunes déclarent moins de rapports sexuels par semaine ou par mois, ça dépend comment on le mesure, que les enquêtes précédentes. Donc, on a moins de sexe. En même temps, on a plus de partenaires. Et les deux sont pas complètement indépendants. C'est aussi parce que le célibat a augmenté. Et qu'est-ce que ça implique, une augmentation de célibat? Les célibataires ont une sexualité moins régulière, parce qu'ils n'ont pas de partenaires réguliers. Et en même temps, ils ont plus de relations. Donc, en fait, on peut voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Est-ce qu'il y a récession sexuelle? Je pense que c'est un très mauvais terme pour décrire les évolutions en cours. On pourrait aussi dire qu'il y a une explosion sexuelle. Si on regarde le nombre de partenaires, c'est plutôt ça qu'on voit. Donc, je dirais, en fait, il faut plutôt changer les termes, regarder autrement. On a des parcours amoureux sexuels qui sont beaucoup plus complexes, changeants, avec des relations différentes, des périodes célibataires et en couple. Et c'est plutôt ça qui est intéressant. Mais en tout cas, c'est pas une génération désintéressée par le sexe. Je pense que ça, c'est... En tout cas, pour une génération qui voudrait multiplier les partenaires, c'est vrai que les applications de rencontre tombent à pic. C'est une des manières les plus pratiques d'un point de vue matériel, peut-être pour avoir ce type de relation. Donc, ma question, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est l'irruption du numérique et de ces applications qui a façonné de nouveaux comportements chez ces jeunes générations, ou est-ce que, en fait, ces jeunes générations étaient un peu déjà en chemin et au contraire, elles étaient friandes de ce type d'outils et donc ça s'est développé? Je vais faire une réponse de sociologue qui est de dire que c'est les deux. Mais en fait, je pense qu'il faut commencer quand même avec le constat que je pense que la diffusion des applications de rencontres doit beaucoup aux évolutions que je viens de mentionner, c'est-à-dire cette augmentation du nombre de partenaires, cette volonté d'expérimentation, cette jeunesse sexuelle. C'est-à-dire qu'on a beau avoir une révolution numérique, si jamais nos vies amoureuses ressemblaient à ce qu'elles étaient dans les années 40, les applis, ça aurait pas tellement marché. En fait, il n'a pas fallu uniquement le numérique pour que les applications de rencontres prennent l'essor qu'elles ont eu. Il fallait aussi une autre forme de terreau. Il fallait que ça correspond justement à volonté de rencontrer des partenaires. Et en fait, il fallait donc cette période d'expérimentation, notamment, je pense. Et il faut dire qu'aujourd'hui, chez les jeunes, on pourra parler des moins jeunes après, mais chez les jeunes, les applications sont aujourd'hui des espaces privilégiés pour cette expérimentation sexuelle et relationnelle. Ça ne veut pas dire qu'ils font
que des rencontres en ligne, mais quand même beaucoup de rencontres se font en ligne. Donc oui, les changements sociodémographiques larges et profonds ont favorisé l'essor des applications, mais c'est vrai aussi que, à l'inverse, les applications ont quand même eu des effets. Et je pense que si on a vu une si nette augmentation de nombre de partenaires entre le milieu des années 2000 et aujourd'hui, c'est pas sans lien avec cette diffusion des applications, parce que c'est vrai aussi qu'elles facilitent clairement l'accès aux partenaires et ça facilite quand même les rencontres. Et les plus âgés, parce que là on a parlé des plus jeunes, vous rappelez dans votre ouvrage justement qu'il n'y a pas que les jeunes qui utilisent ces applications, c'est devenu aussi un outil essentiel pour les personnes divorcées, les parents solos, et de manière générale les personnes de plus de 35 ans qui vont souvent revenir sur ce que vous appelez le marché relationnel après une longue relation. Oui, et je pense qu'on en parle moins, mais on devrait en parler plus parce que on parle d'applications, les gens pensent tout de suite aux Tinder, jeunes, quoi. voilà. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on constate effectivement que c'est devenu des espaces de rencontre très importants à des âges plus élevés et des espaces de remise en couple vraiment très importants. Alors, ça s'explique pour des raisons un peu différentes. Donc, on a parlé de changement de la jeunesse, l'expérimentation relationnelle et que les applications sont saisies pour ça, ou attrait pour ça. Mais alors, il y a une autre évolution majeure au cours des dernières décennies qui est l'augmentation des séparations. Et qui veut dire quoi? Qui veut dire que on est célibataire quand on est jeune, mais en fait maintenant on redevient aussi célibataire à des âges plus élevés, avec cette différence très importante que lorsqu'on a 40, 50, 60 ans, on n'a pas du tout les mêmes occasions de rencontre que lorsqu'on a 20 ou 25 ou 30 ans. Ton boulot, ton bistrot. Comment tu fais pour rencontrer des gens? T'en as pas? Parce que l'entourage est souvent quand même composé principalement de personnes en couple, surtout parce que la sociabilité à 50 ans est très différente. Il y a moins, souvent la sociabilité est plus restreinte. On voit moins de monde, on voit des personnes, c'est plutôt des liens étroits, on peut dire, des amis proches. On fait des dîners de couple chez les uns et chez les autres, mais on rencontre pas forcément de nouvelles personnes. Et à ce moment-là, on constate en France, mais aussi dans d'autres pays occidentaux, que en fait, les sites aujourd'hui, c'est beaucoup des sites de remise en couple. C'est-à-dire que si on regarde quels sont les couples qui se forment en ligne, il faut savoir que en 2024, si on regarde les couples formés récemment, donc on va dire entre 2019 et 2024, c'est un couple sur 5 qui est formé sur une application, un site, donc c'est beaucoup. Et en fait, c'est beaucoup des remises en couple. C'est pas des premières unions, c'est quand même pas mal ces personnes un tout petit peu plus âgées, notamment parce que les jeunes ont d'autres occasions de rencontre. Donc on a un peu un paradoxe, on pourrait dire, mais les jeunes sont les plus nombreux et nombreux à utiliser ces outils. Mais c'est dans les groupes d'âge un peu plus élevés qu'on voit le plus de mise en couple. Et sinon, comment les gens se mettent-ils en couple ou se rencontrent-ils encore aujourd'hui? Alors, on va dire les modes de rencontre traditionnels n'ont pas du tout disparu parce que je pense que c'est un autre discours qui a été fort, une idée qui a circulé qui est fausse, c'est qu'en fait les rencontres en ligne aujourd'hui auraient remplacé les autres modes de rencontre, qu'aujourd'hui ça serait devenu le mode de rencontre dominant. Alors c'est pas du tout le cas, ni en France ni ailleurs. Il y a toujours une majorité de personnes, chez les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, qui se rencontrent. Alors, comment? Notamment par les études et par le travail. Ça, c'est le principal mode de rencontre en France. Ensuite, par les amis. Et ensuite arrivent les sites et les applications. Donc, ça se passe quand même dans ce cadre assez, on va dire, traditionnel. Il y a un constat intéressant, si on regarde les évolutions récentes, c'est que il y a 50 ans, on se rencontrait beaucoup dans des cadres festifs. Alors, il y a plus longtemps encore, c'était le bal, mais ensuite, ça a été dans les bars, dans les boîtes, mais surtout aussi les soirées festives, en fait, les soirées entre amis. Et alors ça, c'est une évolution majeure, on se rencontre de moins en moins dans les cadres festifs. Et ça vaut pour la France et d'autres pays. Donc là, on a un changement important, c'est pas forcément qu'on fait moins la fête. Oui, mais est-ce qu'on sait pourquoi on se rencontre moins quand on fait la... Je pense que, à mon avis, ça tient au fait que on a quand même un changement des espaces qui sont considérés comme des espaces légitimes et propices pour faire des rencontres. Et je pense qu'une chose où les applications ont quand même eu un effet, c'est qu'il y a de plus en plus cette idée que
c'est quand même pas terrible de mélanger les sphères et que voilà, et c'est pas mal en fait d'avoir un espace où on fait des rencontres sexuelles ou conjugales et que d'autres espaces où on a ces cercles d'amis où on fait la fête, etc. Et on va un peu plus séparer les sphères. Ça, c'était une explication. Je pense aussi que c'est lié, et j'en parle beaucoup dans mon livre, lié à un phénomène de privatisation de la rencontre, c'est-à-dire que aujourd'hui, on ne rencontre moins son partenaire au milieu de la foule et beaucoup plus depuis son canapé avec son application. Croise des gens dans la vraie vie, retrouve-les sur Appen. Nos manières de sociabiliser changent et c'est moins des grands rassemblements, plus des petits cercles et que les applications, du coup, sont un outil dans ce contexte-là. Mais en tout cas, contexte général, c'est que beaucoup de choses ont changé et pas que l'apparition des applications, nos autres modes de rencontre changent aussi. Et un des points communs de vos deux ouvrages, c'est cette idée de monter des exigences. C'est-à-dire qu'en amour, nous sommes visiblement toutes et tous plus exigeants. Vous écrivez que c'est l'accumulation des expériences qui modifie les désirs, les aspirations et les attentes. Est-ce que maintenant on a des attentes qui sont plus élevées? Est-ce que ça, c'est un nouveau phénomène? Alors, un des constats, avant de parler des exigences, je pense qu'il y a tout simplement le fait qu'on a plus d'expérience. Et ça, en soi, c'est un constat important parce que ça veut dire que, je disais tout à l'heure, les jeunes vivent beaucoup plus de relations de différents types. Et j'ai aussi dit, et ça c'est important de le redire, à l'approche de la trentaine, une majorité de jeunes entrent en couple. Donc c'est pas du tout un rejet de la conjugalité, il y a quand même le couple traditionnel qui est là. Mais, et ça c'est un constat important dans notre ouvrage, c'est que le fait d'avoir vécu autre chose que le couple quand on est jeune, en fait, ça change le couple. C'est-à-dire, les jeunes arrivent plus vierges au mariage. Bon, on se marie moins, mais c'est très littéral dans le terme de, on se met en couple avec quelqu'un et on a eu beaucoup de partenaires. Et ça change tout, parce que le fait d'avoir eu des expériences, le fait d'avoir eu des coups d'un soir ou des sex friends, ça veut dire que la manière dont on va investir la conjugalité, c'est pas tout à fait la même chose. On a fait une étude comparative avant, quoi. Alors oui, c'est ça, et c'est pas forcément uniquement sur les exigences, c'est aussi très concrètement qu'est-ce qu'on fait avec son partenaire. On voit par exemple, et ça c'est le travail de Michel Boson et Yael Amselem-Mangui, qui montre très bien que les couples qui sont constitués de personnes qui ont vécu autre chose, qui notamment ont expérimenté avec des relations éphémères, c'est des couples qui vont pratiquer, on va dire, du sexe plus diversifié. Par exemple, c'est des personnes qui sont plus nombreuses à pratiquer le sexe anal avec leur partenaire, ou envoyer des nudes, ou utiliser des sextoys dans les échanges sexuels au sein du couple. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'avoir vécu, on va dire, un répertoire plus large de pratiques et de relations avant de se mettre en couple fait que on fait des choses un peu différentes avec son conjoint et notamment sexuellement, on a une activité sexuelle qui est plus diverse. Donc ça, c'est un premier point. Et une autre manière dont cette diversification relationnelle a vraiment changé la conjugalité, c'est que l'exclusivité sexuelle, c'est-à-dire le fait de se dire on va pas aller voir ailleurs, est très débattu dans les jeunes couples aujourd'hui. Et ça, c'est un résultat de ma collègue Malena Lapine qui montre que majorité de couples vont discuter avec leur partenaire, mais alors, est-ce qu'on va être exclusif ou est-ce qu'on peut aller voir ailleurs, etc. Alors pourquoi? C'est pas forcément parce qu'on remet en cause l'exclusivité, c'est plutôt parce que, étant donné que aujourd'hui il y a cette multitude de relations différentes, lorsqu'une relation devient sexuelle, ça peut devenir beaucoup de choses. C'est pas forcément un couple, et on peut voir plusieurs personnes. Voilà, on n'est pas forcément lié à une personne, mais ça veut dire qu'au sein de la conjugalité, il faut qu'on discute et qu'on dise, maintenant on représente quoi l'un pour l'autre? Est-ce qu'on est en couple? Si on est en couple, on va arrêter de voir d'autres personnes, on se dit que c'est toi et moi. Et donc l'exclusivité, c'est-à-dire d'être fidèle, on dirait, pour utiliser un terme que justement les jeunes n'utilisent plus, c'est devenu un sujet de négociation parce que justement ça ne va pas de soi que jusqu'au moment où on se dit en couple, on était exclusif. Donc, disons que le couple aujourd'hui, il est dans
archipel de relations différents, où on n'est pas forcément exclusif, et donc la conjugalité, maintenant, elle doit se négocier, elle doit se dire, et donc on doit aussi parler d'exclusivité, quelque part aussi pour affirmer la conjugalité à deux. Donc oui, encore une fois, le couple se porte plutôt bien parce que la norme conjugale est toujours très forte en France. Mais avec des nouvelles modalités. Mais avec des nouvelles modalités et notamment donc parce que maintenant ils coexistent avec d'autres modèles relationnels. Cette idée de couple non exclusif, on peut le voir si tout simplement on s'inscrit sur une application de rencontre. Il y a de plus en plus de personnes qui vont dire je suis sur cette appli, mais voilà, je suis dans un couple non exclusif et on peut voir sur tout un tas d'applications de rencontre presque des contrats proposés dès le profil. Et alors, ces applications de rencontre, là, on vient de décrire globalement l'usage qui en était fait, mais il faut rappeler qu'elles reproduisent tous les travers de la société et que ça peut être aussi des lieux qui peuvent être vécus comme des souffrances, comme des violences. Et on va commencer tout simplement par le déséquilibre genré qui existe sur ces applications que vous avez, et de manière générale d'ailleurs dans la sexualité des plus jeunes. Mais pour revenir à votre livre, les nouvelles lois de l'amour, on a l'impression quand même que les femmes, notamment les femmes plus âgées, sont un peu les grandes perdantes de ce jeu de l'amour au temps du numérique. Oui, je pense que les applications, c'est pas forcément qu'elles inventent des nouvelles inégalités. Bon, il peut en avoir, mais surtout, un des effets qu'elles ont, c'est qu'elles rendent très, très visibles des inégalités qui sont pas forcément nouvelles, mais qui deviennent vraiment, qui sautent aux yeux, en fait, sur ces plateformes. Et effectivement, il y a des âges où on est plus ou moins désirable. Et ces âges ne sont pas les mêmes pour les femmes et les hommes. On voit très bien, je vois dans ma recherche, notamment en regardant sur ces plateformes qui contactent qui, que en fait les jeunes hommes sont défavorisés dans le sens où ils ont beau envoyer beaucoup de messages, essayer de prendre contact, matcher avec des personnes de leur âge. Les femmes de leur âge, donc je parle de hommes de 18, 19 ans, mais même jusqu'à 25 ans, on peut le voir. Les femmes de leur âge ne sont pas forcément très intéressées et réactives parce que elles sont intéressées par des hommes plus âgés. Parce que les jeunes femmes considèrent souvent que les garçons de leur âge sont immatures et elles s'intéressent souvent à des hommes plus âgés. Donc là, on est dans le cadre hétérosexuel qui cadre ça. Évidemment, c'est différent pour des relations de même sexe. Et donc, les jeunes hommes ont beaucoup moins de contacts sur les applications que les jeunes femmes. Ensuite, lorsqu'on monte dans les âges, quelque chose se passe. Et lorsqu'on est notamment chez les seniors, on voit qu'à ce moment-là, en fait, les femmes sont plutôt intéressées par des hommes de leur âge ou plus jeunes. Quand on dit senior, c'est quel âge ? Disons que c'est vraiment frappant à partir de 60 ans, mais on peut voir des tendances, on va dire, d'une préférence à ces âges-là masculines pour des femmes plus jeunes. C'est ça qui va se passer aux âges plus âgés, c'est-à-dire qu'à ces âges-là, les femmes peuvent se montrer intéressées par des hommes de leur âge, mais là, ce sont les hommes qui vont avoir un intérêt très net et très clair vers des femmes plus jeunes. Donc ça veut dire que lorsqu'on est sur des âges qui sont liés plutôt à la remise en couple, donc ça se voit à partir de 40 ans, mais c'est flagrant à partir de 60 ans, les femmes ne trouvent plus autant réponse à leurs sollicitations. Donc ça veut dire qu'on a des phénomènes de mise à l'écart qui sont différents. Ce sont les jeunes hommes et les femmes seniors qui en souffrent le plus. Donc on pourrait se dire, du coup, il y a une forme d'égalité dans l'inégalité, sauf que les jeunes hommes sont plutôt dans une forme de salle d'attente. Ils ont qu'à attendre et à un moment donné, les femmes seniors, il y a un peu plus une forme de poussée vers la porte, il y a une forme d'exclusion qui est plus durable. Il y a une part significative de femmes seniors qui se mettent notamment sur les applications pour rencontrer quelqu'un et qui ne font pas de rencontres. Alors que les jeunes hommes, à un moment donné, ça commence à aller un peu mieux. Donc, ils commencent à avoir des réponses, ils commencent à être plus désirables aux yeux des femmes que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Mais oui, et donc ça, c'est pas du tout inventé par les applications. Mais alors, je pense que ça soit pour les jeunes hommes d'ailleurs, qui doivent envoyer énormément de messages au match avec énormément de femmes pour espérer éventuellement avoir une personne qui répond, ça saute aux yeux. Donc, on devient très conscient soi-même de la position qu'on occupe sur le marché de la rencontre. Et de la même manière que les femmes seniors, évidemment, il y a une forme d'objectivation, on dit en sociologie, c'est-à-dire ça devient très clair, en fait, que finalement, on n'a pas vraiment de réponse à ces sollicitations. Donc, je pense que quelque part, les applications, ce qu'elles font beaucoup,
c'est qu'elle nous tend un peu un miroir, on se rend compte un peu de la place relative qu'on occupe. On se rencontre très vite si on a une facilité de rencontre. Aussi, au contraire, ça marche pas tellement. Et on pourrait dire que ça, on le voit dans d'autres espaces de séduction, mais c'est beaucoup plus euphémisé, en fait. On peut sortir, faire une soirée, sortir en boîte ou aller dans une soirée entre amis. Si on rencontre pas quelqu'un, on va pas se dire tout de suite, ah, mais c'est parce que je suis pas désirable. Alors que c'est une application, si on rencontre pas tout de suite, voilà. Et un de vos arguments sur les applications de rencontres, c'est de dire vraiment un phénomène, c'est que ça retire le tiers social, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, à la rencontre. Là où avant il y avait des témoins, il y avait des personnes en commun, des personnes qui pouvaient nous tenir responsables, entre gros guillemets, du mode de relation, quel qu'il soit, qu'on allait développer avec la personne qu'on venait de rencontrer. Là, en fait, ça se tient de manière parfaitement privatisée et ça peut participer à développer aussi la pratique dite du ghosting, c'est-à-dire le fait de soudainement plus donner de nouvelles, plus parler à cette personne-là, ou de pas rendre de compte, en fait, soudainement de cesser. Est-ce que ces applications de rencontres et ces sites n'ont pas finalement encouragé l'éphémérité de ces relations qui peut en plus parfois être mal vécue par au moins l'une des personnes? Oui, je pense que effectivement, ça c'est vraiment ce que je souligne beaucoup dans le livre parce qu'il me semble que c'est une caractéristique absolument fondamentale de ces applications dont on parle trop peu. On parle beaucoup du digital et que le fait que ça soit numérique, mais en fait, au fond, ce qui est vraiment spécifique avec ces plateformes, et ça vaut pas pour les réseaux sociaux par exemple, c'est que en fait, c'est très discret. On fait des rencontres en tête-à-tête, personne ne voit avec qui on match ou pas, personne n'est vraiment au courant de si on fait un date ou pas, et c'est une manière de se rencontrer qui est très différente que justement de se rencontrer dans une soirée entre amis ou au travail où il y a quand même un public. Donc et que en fait on peut pas faire n'importe quoi parce que en fait du coup il y a quand même des interconnaissances, donc ça peut créer des histoires. Mais alors les histoires sur Internet ça fait pas d'histoire parce qu'il y a il y a le fait qu'on a finalement on fait ça de façon privée, de façon, on va dire, insulaire, déconnectée de sa sociabilité ordinaire. On peut éliminer quelqu'un de sa vie comme ça, mais oui, sans aucun problème. Mais ça a deux conséquences, en fait, ou plutôt deux implications. La première, c'est que, on en parlait tout à l'heure, ça facilite clairement l'accès à la sexualité et l'accès aux rencontres. Et ça le facilite notamment pour les personnes qui ont une sexualité stigmatisée. Parce que le fait qu'on puisse donc faire des rencontres à l'abri de regards, ça veut dire aussi que le contrôle social exercé par l'entourage est plus faible. Donc on peut se permettre des rencontres qui sont plus difficiles à la vue de tous et de toutes. Et ça a été très bien souligné par les chercheurs qui travaillent sur les minorités sexuelles. Pourquoi est-ce que les gays et les lesbiennes ont été les premiers à utiliser les petites annonces, le Minitel, les sites et ensuite les applications? Notamment parce que c'est une manière de faire des rencontres de façon plus discrète et donc à l'abri de regards. Mais ça marche aussi pour l'hétérosexualité et ça marche notamment pour les femmes hétérosexuelles parce que n'oublions pas que les choses ont changé, mais les femmes encore aujourd'hui sont jugées différemment et beaucoup plus sévèrement sur leur sexualité. Un homme qui a beaucoup d'aventures, il peut même s'en vanter, ça peut être quelque chose de valorisé. C'est un don juan. Voilà. Et une femme qui a beaucoup de partenaires sexuels, c'est pas du tout la même chose. Et en fait, ce qu'on voit très clairement, c'est que la discrétion des rencontres en ligne, je pense que ça a fait beaucoup à un accès des jeunes femmes, mais pas que des jeunes, à cette forme d'expérimentation sexuelle et relationnelle. C'est-à-dire que les femmes ont pu accéder à une sexualité sans lendemain plus facilement parce qu'elles ne devaient pas rendre compte de leur pratique devant leur entourage et elles risquaient moins la stigmatisation de putes ou de filles faciles qui sont des stigmatisations qui existent toujours. Donc en fait, cette discrétion, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant parce qu'elle peut permettre des marges de manœuvre à certaines personnes. Et en même temps, évidemment, je disais, c'est des histoires qui font pas d'histoire, mais ça veut dire aussi que effectivement, c'est plus facile de rompre unilatéralement le contact parce que c'est pas un ami d'amis, c'est pas quelqu'un qu'on a dans son entourage. Donc ça veut dire qu'on n'est pas forcément à revoir la personne si on le souhaite pas. On peut l'exclure de sa vie de suite. Donc oui, c'est cette insularité, c'est-à-dire qu'on fait des rencontres avec des personnes qui ont rien à voir avec notre vie par ailleurs.
Ça a des effets vécus par les personnes comme bénéfiques, par certaines personnes, mais oui, ça a aussi des effets qui sont jugés plus on va dire, négatifs, notamment le fait de rompre le contact, donc ce qu'on nomme par le ghosting. Ouais. Finalement, c'est quand même l'industrialisation de modes de rencontre qui pouvaient déjà exister, mais donc ça augmente le nombre de rencontres, puisqu'on va pouvoir multiplier les partenaires, on va avoir plus d'accès à d'autres personnes, et ça... il y a de plus en plus de personnes qui le vivent mal et qui sont très critiques de ces applications de rencontre qui, en même temps, sont extrêmement utilisées. Donc, c'est paradoxal. Mais il y a aussi un discours qui émerge qui dit mais c'est du consumérisme des relations sexuelles, des relations amoureuses. Il y a des personnes qui vont dater, entre guillemets, tellement de personnes différentes qu'ils savent plus... ils disent tout le temps la même chose, qu'on perd complètement la soi-disant... je le mets entre guillemets, mais on perd complètement la magie, entre guillemets, que ça dénature un peu ça déshumanise, en fait, les relations. Et est-ce qu'on peut parler d'une forme de souffrance numérique pour ces personnes qui n'en peuvent plus, on parle même de dating fatigue, parfois, de vraiment, qui vivent très mal le fait que le marché des relations amoureuses, qui a toujours existé, c'est ce que vous montrez, soit aussi visible, en fait. Oui, je pense que les expériences des applications sont très différentes. Un des enjeux de mon travail, c'était aussi de montrer qu'il y a des manières d'utiliser ces applications et des expériences très, très différentes. Et notamment... alors, il y a des personnes qui vont avoir une expérience très positive de cette masse, parce que quelque part, se connecter sur une application, d'avoir plein de personnes qui matchent, d'être très sollicité, très contacté, ça peut être plutôt valorisé. Et d'ailleurs, il y a des personnes, notamment, c'est une expérience que vivent beaucoup de jeunes femmes qui peuvent avoir trouvé que c'est une manière de booster son ego. On se connecte et qu'on a une forme de validation de sa valeur, en fait, en tant que partenaire potentiel, alors que d'autres personnes vont se contacter et c'est le vide. C'est comme s'il y avait personne, en fait, on n'arrive pas à rencontrer. Donc, je pense que lorsqu'on parle des applications, on dit souvent cette idée qu'il y a une masse et que, en fait, ça brasse énormément de monde et que ça fait énormément de rencontres et que ça s'enchaîne. Alors, c'est vrai, c'est très juste pour certains groupes et à certains âges, mais c'est pas forcément une expérience qui peut être généralisée. Je pense que d'autres personnes vont plutôt se reconnaître dans l'expérience que c'est chronophage et qu'on met beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie pour finalement faire quelques rencontres. Donc, là où je pense que c'est très juste de dire que il y a souvent une forme de fatigue. Alors, je pense pas qu'elle soit contemporaine et très liée à la contexte actuel. En fait, le dating fatigue, moi, je l'ai observé lorsque j'ai commencé à étudier le sujet en 2007. Le site, c'était très nouveau. Mais en fait, lorsque l'usage s'inscrit dans le temps, un peu l'amusement, le côté ludique du début perd de l'effet. Ouais. Et ensuite, ça devient plutôt laborieux. Et surtout, en fait, le côté ludique, il disparaît dès lors qu'on est dans une situation, un âge où il commence à avoir des enjeux parce qu'on a vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Et en fait, cette tension-là, on le voit beaucoup, beaucoup autour de la trentaine, et d'abord chez les femmes, où en fait, il y a des femmes qui vont sur les applications en disant « Maintenant, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mes amis sont en couple et j'ai envie de fonder une famille à un moment donné. » Et en fait, ils commencent à avoir un vrai enjeu pour se mettre en couple. Et lorsqu'à ce moment-là, ça ne fonctionne pas, c'est effectivement, ça peut créer c'est douloureux. C'est douloureux aussi parce qu'il y a cet effet un peu d'objectivation que c'est des services qui sont faits pour rencontrer. Alors, si on ne rencontre pas, il peut avoir un sentiment d'échec qui est vraiment exacerbé. Donc, c'est ce que décrit la journaliste Judith Duportail dans son livre « L'amour au temps des algorithmes », où elle montre à quel point ces algorithmes peuvent être pernicieux parce qu'ils peuvent aussi participer à créer, et ils sont aussi façonnés pour ça, pour créer des obsessions, des attentes de notifications qu'on finit par intérioriser soi-même, cette espèce de note de désirabilité que nous mettent réellement certaines applications, et que ça peut au contraire participer à dégrader fortement l'estime de soi. Donc ça, c'est le premier aspect sur cette souffrance. Et ensuite, il y a, puisque c'est un peu dans le titre de l'émission, il y a certaines personnes qui disent que ça
c'est un obstacle de plus pour réussir à aimer correctement ou s'investir. C'est pas une question d'exclusivité, c'est une question d'investissement émotionnel dans les relations, puisqu'on a tellement de choix, puisqu'on a à portée de clic pour beaucoup de personnes des rencontres, du sexe à volonté, le fait que ça puisse en permanence se renouveler, ça empêche ou ça empêcherait de s'investir réellement dans une relation et ça ferait qu'on partirait aux premières difficultés. Et d'ailleurs, vous le dites, il y a plus de séparation qu'avant. Alors, je dirais que, encore une fois, il y a des expériences et je pense que ce discours-là, il est aussi très situé, c'est-à-dire ça correspond pas forcément à un usage universel. Et alors, une des choses qui m'a absolument fascinée en fait dans ma recherche, donc j'ai travaillé avec des données statistiques, mais j'ai aussi fait des entretiens avec des utilisatrices et des utilisateurs. Et alors, ce que je voyais, c'est que j'avais des personnes, et pas qu'une seule personne, qui en fait avaient rencontré leur partenaire avec qui ils étaient en couple sur une application. Eh bien, en fait, c'était la première personne avec qui ils avaient discuté en ligne, ou la deuxième ou la troisième. Et en fait, très, très, très vite, elles ont fait une rencontre, elles se sont mises en couple. Il y a parfois eu des enfants derrière, etc. Donc, en fait, finalement, il n'y a pas du tout ce côté surchoix, difficulté, engrenage, le fait d'être dans le côté ludique, enfermant. Au contraire, en fait, ils et elles ont rencontré très vite. Et en fait, j'ai aussi rencontré des personnes qui ont passé des années, mais vraiment des années sur les applications, sans ne jamais faire véritablement une rencontre que ces personnes considèrent comme satisfaisante. Alors, est-ce que c'est la faute aux applications? Je pense pas. Je pense que ça dit beaucoup sur quelque chose dont on parle assez peu. Et si on est justement sur la question de la conjugalité du couple, c'est l'inégalité des désirabilités, on est plus ou moins désirable, mais c'est aussi l'inégalité face à la capacité à tomber amoureuse et amoureux, qui est vraiment très inégalement distribuée dans la population. Il y a des personnes qui tombent amoureuses très facilement, qui ont une capacité, on pourrait dire, à s'enthousiasmer par une personne, à être enchantée par une rencontre, et du coup, tomber amoureuse très facilement. Et donc, on pourrait dire que, en fait, elle donne une chance à la personne qu'elle a devant elle, et c'est peut-être pas évidemment, il y a des critères, mais quand même, elle pourrait tomber amoureuse de beaucoup de personnes parce qu'elle a une capacité à s'enchanter face à une rencontre. Et d'autres personnes qui peuvent faire 150 rencontres et personne ne va vraiment correspondre. Voilà. Et du coup, je pense que c'est... je dirais que il y a une forme de souffrance peut-être numérique liée à ces applications, mais je pense qu'il faut le relier à une question plus large qui est la souffrance psychologique plus généralement, la santé mentale. Il faut être disposé à faire des rencontres, il faut être prête à le faire, il faut être aussi émotionnellement capable de le faire. Et en fait, ça, c'est aussi quelque chose qui est inégalement distribué dans la population. Donc, on est plus ou moins valorisé, on a plus ou moins de chances de faire des rencontres à différents âges, etc. Mais je pense qu'on parle trop peu du fait aussi que c'est pas parce qu'il y a une abondance sur les applications que certains n'arrivent pas à faire de choix. Donc, en fait, la difficulté à faire un choix devant la masse, c'est aussi certains groupes, en fait. C'est pas une expérience généralisée. Donc, et c'est qui? Est-ce qu'il y a des profils particuliers? Je pense que c'est très lié à la santé mentale. C'est-à-dire, à partir du moment où on est en mauvaise santé mentale, on ne peut pas vraiment faire de rencontres. Donc, à partir du moment où aujourd'hui, on a une augmentation sidérante de la détresse psychologique, notamment parmi les jeunes, mais pas que, évidemment, il faut s'attendre que ça se voit aussi au niveau des rencontres amoureuses et sexuelles. Et c'est pas lié au genre? Alors, non, pas forcément. Non, pas forcément. Je pense que c'est lié plutôt à d'autres facteurs. Enfin, pour terminer cet entretien, c'est évidemment la question que je me suis posée après avoir lu ce livre. C'était, est-ce qu'il y a une bonne manière de faire des rencontres en ligne? Ou pas en ligne d'ailleurs? Est-ce qu'il y a une meilleure manière qu'une autre de faire des rencontres qui garantirait qu'elles soient plus satisfaisantes? En tant que scientifique, évidemment, pour moi, c'est important de dire plutôt ce que les gens font plutôt que ce qu'ils devraient faire. Mais alors, juste ce que je constate, c'est que forcément, s'inscrire sur une application, c'est en rien une garantie de faire une rencontre. On va rencontrer des personnes très différentes. On va rencontrer des personnes où on s'attendait à ce que l'individu soit d'une certaine manière. Il se trouve qu'en fait,
c'est pas du tout ce qu'on s'attendait et les photos sont pas forcément fidèles à la réalité. Il y a plein de surprises et ça, les utilisateurs et utilisateurs sauront en parler. Et du coup, je pense que ce qu'on constate, c'est que c'est lorsqu'on est ouverte à la rencontre et à la surprise et à se dire aussi que le fait même de rencontrer de nouvelles personnes est une expérience qui peut être positive, même s'il n'y a pas de relation intime qui débouche derrière, c'est-à-dire une forme de ouverture en se disant d'abord je vais rencontrer une personne et on verra bien si c'est mon futur partenaire. Alors ça, c'est plus facile à dire qu'à faire et surtout, encore une fois, lorsqu'on est notamment sur certains âges où en fait les gens se sentent pressés à faire des rencontres parce qu'il y a des désirs de remise en couple ou des désirs de mise en couple ou de mise en ménage, de fondation de famille. Garder cette ouverture en disant c'est pas grave si c'est un date raté, ça aurait été une expérience. Évidemment, c'est pas plus dur. Hein. C'est plus dur. C'est pas à tous les moments de la vie qu'on peut vivre les choses comme ça. Eh bien, écoutez, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, Marie Bergström, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Je rappelle qu'on peut retrouver vos travaux de sociologue dans cet ouvrage, Les nouvelles lois de l'amour, sexualité, couple et rencontres au temps du numérique aux éditions La Découverte. Et dans cet autre ouvrage qui est paru plus récemment aux éditions La Découverte, toujours que vous avez coordonné, qui est une grande étude sur la sexualité des plus jeunes. Ça s'appelle La sexualité qui vient. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est précieux pour nous. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire, à liker la vidéo, la partager. Et si vous voulez soutenir notre travail de médias indépendants, comme toujours, vous pouvez faire un don ou vous abonner sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.